Bon, écoutez, c'est avec un grand plaisir que je suis heureux qu'on puisse inaugurer cette session d'échange et de conférence. On a un programme très copieux, mais il faut avouer aussi que l'actualité européenne et mondiale est très riche et que l'actualité cible aussi l'Europe avec la guerre en Ukraine et toutes les conséquences que ça induit au niveau de nos économies, bien évidemment au niveau de la population ukrainienne. Et à partir de là, je suis heureux que l'association Jean Monnet ait décidé d'être plus un think tank d'échange d'idées, d'actualité, d'où l'idée de ce type de débat que nous démarrons aujourd'hui, hein, parce qu'on considère qu'effectivement l'Europe c'est très important, il faut trouver des idées, des solutions, les faire connaître, débattre. La diversité de l'association permet d'avoir un panel très riche, hein. Je rappelle qu'il y a quand même 11 nationalités au conseil d'administration de l'association Jean Monnet, donc ça permet quand même d'avoir une bonne vision déjà, mais il faudra continuer ce travail. Et puis surtout, je suis très sensible au fait que beaucoup d'administrateurs se soient impliqués pour ce type d'organisation, même si en parallèle, on aura aussi des débats sur la défense européenne et d'autres sujets avec le comité d'orientation. Et Taï, qui va nous rejoindre d'ici 10 minutes, comme vous le savez, le secrétaire de ce comité d'orientation. Mes premiers remerciements, et j'en aurai terminé là, c'est évidemment à Sophie Marie et au professeur Triulzi, qui ont la charge sur l'année de suivre l'ensemble de ces manifestations et de faire que ça tourne bien et que ça soit effectivement intéressant et que ça soit un vrai service à la fois, on va dire, pour les Européens, mais on a pensé aussi à nos adhérents pour leur montrer que l'association bougeait, était réactive. Donc je les remercie, mais je remercie par avance aussi Taï, Caroline Schmidt, César Guerrero qui est là, Marina Monaco, Luca Pastorelli et Mohamed Diawara, qui chacun à un moment animeront une session d'ici le mois, d'ici juillet de l'année prochaine. Et tout de suite, je laisse la parole à Sophie qui va rappeler un petit peu comment fonctionnent nos échanges et un petit peu les règles que nous souhaitons adopter. Merci bien. Merci Philippe. Tout d'abord, bienvenue à tous pour ces nouveaux rendez-vous de l'association Jean Monnet. Merci à Philippe Laurette, donc son président, de nous offrir cette possibilité, toute nouvelle aujourd'hui. Merci à Fabien, en technique, d'assurer la bonne transmission de cette conférence, de cette réunion en ligne. Alors, quelques mots juste pour me présenter. Donc, Sophie Marie, je suis depuis peu membre du conseil d'administration de l'association Jean Monnet, mais adhérente depuis de très longue date. J'ai effectué ma carrière dans le secteur énergétique et gazier en particulier, et je suis effectivement très sensible et intéressée par les sujets de l'environnement et de l'Europe, donc tout ce qui est Green Deal en particulier. Alors, passer la parole donc au professeur Triulzi, qui va nous parler de l'actualité européenne sous l'angle italien et sa vision de l'Europe versus Italie. Donc, je suis professeur à l'Université de Sapienza de Rome et je suis professeur d'économie européenne. Donc, je passé presque toute ma vie en étudiant ce problème. J'ai travaillé beaucoup avec la Commission européenne et je travaille tout le temps avec la Commission maintenant. Et donc, je crois d'avoir une expérience très intéressante parce que j'ai commencé très tôt dans ma vie et je pense que l'Europe aujourd'hui a des problèmes qu'il faut résoudre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je commençais à parler de la coopération renforcée qui, à mon avis, est vraiment une opportunité pour les pays qui croient qu'il faut aller avant. Il ne faut pas se fermer parce que la situation de crise que nous vivons est vraiment très difficile. Donc, c'est là que je crois que c'est une réflexion dans laquelle peut-être on peut discuter ensemble pour voir si c'est possible. Mais comme a dit Philippe en commençant notre débat, si on n'a pas une vision de l'Europe pour le futur, c'est fini. Parce que les divisions entre les pays sont trop, la différence entre les pays quand même sont trop, et donc il faut aller en avant. Il faut suivre nos idées, nos visions, et si j'aurais la possibilité de vous parler aussi des défis au niveau international,
Et donc, vous verrez qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire ensemble, surtout avec l'appui de la France. Tout d'abord, je tiens à remercier Philippe et tous les membres du conseil d'administration de m'avoir accueilli au sein de l'association Jean Monnet, de me donner aujourd'hui l'opportunité de vous proposer quelques réflexions sur les défis auxquels l'Union européenne doit faire face, tant au niveau européen que dans les contextes internationaux. Nous sommes tous pleinement conscients que les défis auxquels l'Union européenne doit faire face sont nombreux. Une pandémie qui ne montre aucun signe d'apaisement, la guerre en Ukraine, la politique de défense et de sécurité, la crise énergétique, l'inflation, le ralentissement de la croissance économique, pour ne citer quelques-uns des plus importants. Ayant un peu de temps disponible, j'entre tout de suite dans le vif du sujet sur lequel j'aimerais réfléchir avec vous. Les défis de l'Union européenne au niveau européen. Je n'ai pas le temps de parler aussi au niveau international. Je commence par les difficultés de parvenir à des positions communes sur de nombreux problèmes qui affectent le présent et l'avenir de l'Europe. La divergence entre les États membres sur les politiques à proposer pour sortir d'une crise sans précédent dans l'histoire de la construction européenne et les drames des événements qui, ces 20 dernières années, ont profondément modifié le contexte géopolitique mondial, mais aussi directement influencé la vie économique et sociale de nous tous, citoyens, entreprises, États membres, ne nous permettent pas d'être optimistes sur la possibilité de trouver des solutions unitaires. Les questions que je me pose par rapport à ce thème sont deux. La première, il est possible de faire émerger entre les parcours d'intégration qui voient les États membres sur des positions opposées une troisième voie qui préserve les valeurs idéales sur lesquelles nous avons construit l'Union européenne et en même temps qui interprète avec intelligence et pragmatisme suffisant la réalité des 27 États membres qui ont des priorités différentes et qui poursuivent des objectifs politiques difficiles à partager. La seconde question, c'est la troisième voie peut-elle être poursuivie sans modifier les dispositions actuelles des traités concernant le vote à l'unanimité? En ce qui concerne la première question, la réponse est affirmative. Il a été donné par le Conseil européen du 12 juillet 2020, lorsque, suite aux événements induits par la pandémie, d'importantes mesures financières ont été allouées pour lutter contre la crise et assurer une reprise économique durable et résiliente. Donc, la route est tracée et il est difficile d'imaginer possible, dans une situation qui est encore aggravée avec la guerre d'Ukraine, rebrousser chemin. Mais encore, on pourrait parler aussi de la réforme du pacte de stabilité ou le nouveau plan pour couvrir les coûts économiques et sociaux induits par la crise de l'énergie. Ce sont deux thèmes qui sont à l'attention de la Commission et aux États membres, et on espère qu'on puisse trouver une solution équilibrée. En ce qui concerne la deuxième question, la réponse est également affirmative. Quoique dans un contexte de second best, dans lequel une collaboration plus étroite, la coopération renforcée, n'est menée que par les États membres qui décident d'y adhérer, au moins 9, mais en même temps n'est pas empêchée par les autres pays membres. Heureusement, les traités Amsterdam, Nice et Lisbonne nous rencontrent. Afin de surmonter les problèmes du droit de veto, le traité d'Amsterdam a prévu la possibilité pour les États membres de réaliser un approfondissement de l'intégration avec la coopération renforcée dans le respect des limites précises. Je ne parle pas de toutes ces limites, mais je voudrais ajouter 3 spécifications. La coopération renforcée est ouverte à tous les États membres qui peuvent la rejoindre à tout moment. Deuxièmement, les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres participants. Et troisième, le traité de Lisbonne prévoit que les États participants à une coopération renforcée peuvent à l'unanimité décider de recourir à la clause passerelle, qui permet le passage de l'unanimité à la majorité qualifiée. Jusqu'à présent, les projets de coopération renforcée ont été très limités. En matière de divorce et de séparation des couples binationaux en 2010, des brevets de l'Union européenne en 2013, des taxes sur les transactions financières en 2013, mais pas encore concrétisées, et plus récemment, une coopération structurée permanente en matière de défense commune. La guerre en Ukraine, naturellement,
à renforcer un système de protéger l'Europe et ses citoyens. Mais on est encore très loin d'imaginer une coopération qui ressemble à celle prévue et jamais entamée avec la Communauté européenne de défense. Il n'y a plus de raison d'approfondir la coopération renforcée entre les États membres. C'est un sujet en lequel on discute beaucoup en Italie. Je pense en particulier aux pays de l'Union européenne qui ont souffert l'austérité ou qui supportent aujourd'hui les coûts plus élevés de l'absence d'unanimité dans des secteurs importants pour l'économie et la société européenne, tels que l'énergie, l'environnement, l'immigration, la défense, la politique étrangère, la politique sociale. Donc, la coopération renforcée initiée jusqu'à présent n'a pas affecté les secteurs pertinents pour l'approfondissement de l'intégration européenne. Et nous ne pouvons donc pas être surpris des résultats limités obtenus. La construction d'un projet de coopération renforcée nécessite des engagements considérables au regard des objectifs à atteindre, nécessite de définir les politiques activées, les engagements financiers requis pour chaque État membre, l'évaluation des bénéfices attendus par rapport au coût de la non-coopération. Donc, c'est un engagement de travail et de temps qui demande une grande énergie. Haute compétence et synergie entre opérateurs publics et privés, une forte volonté politique pour surmonter les obstacles liés aux différentes réglementations et de bonnes expériences et pratiques administratives. Donc, la coopération dont nous avons besoin dans les mois et les années à venir est non seulement nécessaire, mais également souhaitable, dans la mesure où la flexibilité qu'elle garantit est rendue compatible avec les principes fondamentaux du cadre constitutionnel d'identité européenne. Si on réfléchit à la construction de l'euro, on peut dire sans doute que l'euro a fait beaucoup de progrès. Mais l'union économique et monétaire n'est pas une union politique. Donc, les États membres ne peuvent compter en grande partie que sur eux-mêmes. Donc, l'architecture de la maison monétaire n'est pas encore achevée. L'union bancaire est à mi-parcours. L'union budgétaire et les budgets uniques sont inachevés. Donc, l'union économique et monétaire reste inévitablement vulnérable aux chocs. Je parle seulement de l'union budgétaire parce que dans l'union bancaire, on est tout près, j'espère au moins. Mais en ce qui concerne l'union fiscale, et ça c'est un sujet, un thème qui pour nous c'est très important, l'absence d'accord partagé dans ce domaine peut accroître les risques dans les zones euro d'une politique monétaire de la Banque centrale européenne laissée seule pour gérer une crise économique sans précédent. La coopération renforcée dans le domaine fiscal est l'un des défis les plus importants auxquels les États membres doivent faire face. Du moment que dans ces domaines, les progrès de l'intégration européenne se sont révélés être les plus limités. Il ne s'agit pas seulement d'harmoniser les niveaux d'imposition indirecte, un secteur dans lequel on a fait des progrès naturellement, ou dans l'imposition directe dans lequel on n'a pas fait des progrès, ou d'empêcher les États les plus forts et les moins endettés de recourir aux aides d'État. C'est le cas de l'Allemagne qui a loué 200 milliards d'euros pour l'urgence énergétique et qui a une violation du principe de concurrence. Il s'agit d'une combinaison de politiques et des politiques monétaires, des politiques budgétaires pour atteindre une stabilité des prix, surtout dans ces périodes de l'inflation, qui ne produisent pas de déséquilibres trop négatifs sur la croissance. En Italie, étant donné l'impossibilité de procéder à la création d'un pouvoir fiscal européen indépendant, il y a beaucoup de discussions sur la nécessité de créer un premier projet d'union budgétaire entre les États membres signataires d'une coopération renforcée, visant à répondre aux choix intérieurs ou extérieurs avec des stratégies partagées, des politiques fiscales convergentes et avec un budget unique financé par des ressources propres pour soutenir les investissements du secteur public. On peut imaginer les projets d'union fiscale comme la naissance du mécanisme de coordination et stabilisation budgétaire qui pourrait conduire, au terme d'une première expérience d'assainissement budgétaire, à la mise en place d'une autorité fiscale centralisée, un trésor de la zone euro à 9, chargé d'émettre des titres de dette communs. Naturellement, ça, c'est un discours qui nécessite beaucoup de temps et naturellement, je m'arrête ici. Mais je voudrais terminer mes réflexions avec les paroles prophétiques de Jean Monnet, premier président de la Communauté européenne du charbon de l'acier, prononcées en 1954.
que tout le monde connaît, je crois. L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. C'est cela que je crois beaucoup aujourd'hui. Merci pour votre attention. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, professeur. Donc effectivement, sur les crises actuelles dans l'actualité européenne, en ce moment, elles sont nombreuses. Quelqu'un veut intervenir ou commenter ou a des questions au sujet de cette coopération européenne et des crises actuelles? Merci, professeur. Bon, ce qui paraît évident, et peut-être que les Européens n'en ont pas pris assez conscience, c'est que moins ils accepteront de dépendre mutuellement ensemble les uns des autres, et plus ils seront en situation de dépendre de ceux qui ne sont pas européens, du reste du monde. Et ça, c'est pas encore rentré dans les têtes, parce que la situation qui consiste à dire, mais maintenant on va dépendre vraiment de nous et uniquement de nous, et pas ni des autres Européens, ni du reste du monde, où on va mieux réussir vis-à-vis du reste du monde. Ça, c'est la position anglaise, hein, et on voit maintenant ce qu'elle donne. Je crois que c'est une leçon qu'on peut méditer, qu'on va continuer à méditer dans les années à venir. Le problème, c'est que malheureusement, les Européens, passé certaines étapes, comme celle du marché commun, celle finalement inespérée de l'union monétaire, celle qu'a imposé l'évolution géopolitique et heureusement de l'élargissement, passé ces étapes, bah, on ne sait plus très bien quoi faire de plus. Parce que comme le professeur l'a bien rappelé, une union monétaire sans union budgétaire et sans union fiscale, en tout cas encadrement fiscal, c'est très fragile et ça peut toujours évidemment être victime des changements politiques dans un pays, de l'évolution internationale, d'une crise des marchés. Donc on est vraiment dans une situation extrême, au bord de la crête, je dirais. Alors, comment avancer? Ça, c'est un peu la question, je crois, du débat. Moi j'ai une position personnelle, mais je la dirai en 3 phrases seulement pour pas du tout vouloir entrer trop dans ce débat et laisser chacun s'exprimer. C'est que une conférence à 27 aujourd'hui pour réformer finalement tout ce qu'on voit en creux dans ce qu'a dit le professeur, malheureusement, ça ne marchera pas parce que les États ne seront pas suffisamment d'accord. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas encore tout à fait d'accord sur le fait qu'il vaut mieux dépendre mutuellement de nous que dépendre de ceux qui ne sont pas européens. Donc, je pense que, là, ce que je dis, c'est pas du tout pour mettre les autres pays en arrière-plan, mais je pense que notamment l'Allemagne et la France, et qui actuellement ont une crise dans leurs relations, c'est certain, ont un rôle moteur à jouer, pas uniquement pour elles, mais pour entraîner le reste de l'Europe, vu l'influence et les caractéristiques particulières que chacun de ces deux pays a, plus leur évolution dans l'histoire. Et je pense que c'est par un nouvel accord entre la France et l'Allemagne, comme d'ailleurs on y était arrivé ces dernières années pour l'union monétaire, heu, pour cet endettement commun suite à la crise du Covid, qu'on arrivera à entraîner les autres pays sur cette voie. Mais si on n'y arrive pas, là je crois que c'est pas du tout une conférence qui y arrivera. Alors la façon dont on peut y arriver, ça j'y reviendrai peut-être, au cours du débat, mais voilà, ça c'est ma conviction profonde, actuellement. Merci. Merci beaucoup Bruno. Donc effectivement, comment avancer aujourd'hui dans cette, Europe à la fois, politique où on voit, les nationalismes, revenir et cette dimension socio-économique dont tu parlais, Bruno. Aujourd'hui, on a quand même quelques leaders industriels, européens, mais effectivement par rapport à leur place dans le monde, c'est toujours très très difficile et
ces leaders européens ont plutôt tendance à faire du lobbying, à essayer d'influer sur les politiques et les politiques ne sont pas forcément toujours là pour, les aider, les soutenir, peut-être notamment dans l'industrie énergétique qui est très capitalistique, qui a besoin vraiment de forces, vives et d'énormément de capitaux. Donc c'est vrai, comment avancer? Est-ce que quelqu'un veut intervenir, apporter un commentaire, apporter une idée, une précision sur, sa vision de l'Europe? Qui veut enchaîner? Et je reste intimement persuadé, c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui, comme depuis des années. Alors, donc moi, mon intérêt pour l'Europe, il n'est pas professionnel, il est purement, il part du fait que je suis originaire de Pologne et je vois ce que l'Europe apporte aux pays qui en font partie et que ceux qui sont dans les pays fondateurs oublient. Et le drame aujourd'hui pour moi, c'est que, si vous voulez, on cherche des solutions économiques alors que le problème, il est politique, hein. Il ne faut pas se leurrer. Il est politique dans la mesure où les visions de l'Europe dans différents pays divergent. Et il y a toujours ce débat qui existe depuis le début de l'Union européenne, pour moi, ceux qui sont, je vais être gentil, qui s'appellent partisans d'une Europe des nations, que De Gaulle un peu voyait comme une coopération renforcée entre les nations, et une Europe communautaire. Et ces débats, il ressort tout le temps et il n'est jamais tranché. Sauf que c'était gentil et bien jusqu'en 1989. Et après 1989, après ce qui s'appelle la chute du communisme, on assiste à un changement total de la géopolitique, à savoir qu'il y a déjà, le monde change parce il est plus bipolaire, il est globalisé. Et deuxièmement, que vous avez une décision politique de faire adhérer des pays à l'Union européenne qui ne sont pas au même niveau de développement que les pays de l'Europe occidentale. Donc, le résultat de ça, c'est que le problème devient politique parce que ça demande, quand il y a un problème de différence de développement, c'est une décision politique et quand c'est politique, ça veut dire qu'il faut l'adhésion des citoyens. Et pour moi, ce à quoi on assiste, c'est une baisse progressive de soutien des citoyens pour l'Europe. C'est mon observation. Et ça, dans le contexte actuel, ça pose un grand problème. On a essayé de promouvoir l'identité européenne, on a essayé de promouvoir la citoyenneté européenne, mais je n'ai pas l'impression que ça porte vraiment ses fruits. Mais les problèmes, c'est qu'aujourd'hui, et je n'ai pas parlé longtemps, mais je vais juste terminer mon raisonnement. C'est pas, on n'est pas aujourd'hui, on est dans une situation qui est dramatique, hein. Je sais pas, j'espère que vous avez compris. C'est-à-dire qu'on est d'accord que nous sommes dans une situation où les bases de la démocratie est contestée. Et elle est contestée pas uniquement à l'extérieur, mais elle est contestée aussi à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, on n'est pas dans un débat, on est dans un combat, disons, pacifique bien sûr, mais où soit les gens qui sont pro-européens se mobilisent de nouveau en voyant ce qui est en jeu, bah, soit il y a un risque de désintégration, hein. C'est flagrant. Brexit, bon, on peut dire que c'était un accident de parcours, mais j'observe dans beaucoup de pays qu'il y a une dérive vers le populisme. Et ça, c'est très dangereux vu la situation extérieure aussi. Donc, en résumé, je dirais que euh, je ne vois pas comment les experts, l'Europe des experts, c'est fini. Il faut l'Europe des citoyens. Pour moi, et pour qu'il y ait une Europe des citoyens, il faut mobiliser les gens et pour qu'ils vraiment
s'implique dans la construction européenne. Voilà, en quelques mots. Donc, pour me présenter, je travaillais j'ai travaillé dans une entreprise d'imagerie médicale et je suis expert en système financier d'information que j'ai implanté un peu partout dans le monde. Donc, j'ai une vision un peu globale des choses. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc cette identité de citoyenneté européenne, c'est vrai, merci Christophe, elle apparaît, assez peu en fait, même auprès des jeunes. Qu'est-ce qu'ils connaissent de l'Europe? Comment sont-ils motivés, intéressés, ou pas sur les questions, européennes? Où est cette, culture européenne? C'est vrai qu'on a aujourd'hui un peu de mal à trouver le projet ou la chose qui va, mobiliser, les Européens, quels qu'ils soient, ou en tout cas les pro-européens dans tous les différents pays, d'Europe. Comment partager ce projet, d'Europe au plus grand nombre? Et si je peux ajouter quelque chose ici, il y a eu quand même plusieurs débats intéressants avec, disons, en direction des citoyens européens. C'était d'ailleurs Juncker qui avait lancé le premier. Ensuite, il y a eu Macron. Ensuite, le Conseil européen a décidé également d'en lancer un. Là, il y a eu la Convention citoyenne sur l'Europe. Moi, j'ai analysé, mais il fallait vraiment le rechercher, hein. J'ai analysé les résultats de tout ça. Je me suis rendu compte d'une chose qui était parfaitement claire, qui était que, les Européens n'étaient pas contre la construction européenne en tant que telle. Par contre, ils étaient extrêmement critiques sur toutes les faiblesses, les lacunes, les injustices, les inégalités, les inéquités, les faiblesses de la construction européenne. Et là, il y avait un très grand écart entre les positions des États et les positions des citoyens. Pourquoi? Parce que les citoyens voulaient des choses que les États ne voulaient pas. Les citoyens, ils voulaient une Europe qui s'affirme dans le monde, qui s'affirme au besoin qu'il y ait des décisions qui soient vraiment prises et pas des faux compromis qui n'aboutissent pas à grand-chose. Mais ça, les États, ils y arrivent très très difficilement, quand ils y arrivent et pas assez souvent. Ils voulaient une Europe qui soit beaucoup plus équitable pour tout le monde. Quand on regarde ce qui se passe en matière fiscale, c'est absolument pas le cas. Tout ce qui est mobile est défiscalisé, tout ce qui est immobile, allez boum, on tape dessus parce que ça ne pourra pas sortir des frontières. La France est un très bon exemple avec l'IFI ou avec l'ISF, hein. L'ISF, on l'a libéré parce qu'on n'avait pas pris sur les capitaux, on s'est rabattu sur l'immobilier parce qu'on ne peut pas sortir son appartement ou sa maison de France. C'est un très bon exemple, et dans d'autres pays, on trouvera les mêmes. Ça, les Européens, ils n'acceptent pas ça du tout. Ils n'acceptent pas non plus que 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, on ne soit pas capable d'assurer nous-mêmes notre sécurité et notre défense. Ils n'acceptent pas qu'il n'y ait pas de douaniers européens aux frontières externes avec une solidarité vis-à-vis de tous les problèmes liés à l'immigration illégale, etc., etc. Je pourrais continuer comme ça pendant une demi-heure. Et à chaque fois, je me rendais compte, ils trouvaient simplement que la construction européenne actuelle n'était pas à la hauteur de ce qu'ils souhaitaient pour l'Europe. Mais ils n'avaient pas l'idée que les nations individuellement feraient mieux. Ils voulaient simplement que la construction européenne finisse quand même sérieusement par prendre les choses en main, quelles que soient les réformes prises, pour s'attaquer à tous ces problèmes et répondre à leurs attentes. Et actuellement, c'est parce que la construction européenne ne répond pas à leurs attentes que le populisme s'est accru, parce que la construction européenne n'apparaît plus un espoir et une raison suffisante pour s'affirmer à l'intérieur du monde telle qu'elle est. Et ils ne voient pas comment on va réformer cette construction européenne, parce que, et je le redis, parce que les États et les citoyens ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est peut-être pas politiquement correct de le dire, mais c'est la réalité. Par ailleurs, nous sommes largement gouvernés par le Conseil européen, qui est issu d'élections nationales et pas d'élections européennes. Or, des élections nationales, il y en a tous les 3 mois.
Alors, évidemment, et en plus, ils sont élus pas du tout pour l'Europe, ils sont élus pour défendre des intérêts nationaux. Ils seront réélus s'ils ont défendu ces intérêts nationaux. Et si jamais ils ont fait passer un intérêt européen à un moment donné avant un intérêt national, ils risquent de le payer très cher. Voilà. Et voilà pourquoi Molière dirait, voilà pourquoi votre fille est muette. Et moi, je dis la même chose pour le Conseil européen. Voilà pourquoi le Conseil européen est inefficace. Alors même que Jean Monnet lui-même, il souhaitait qu'il y ait un Conseil européen pour impliquer les chefs d'État et de gouvernement dans la marche de l'Europe, ce qui n'était pas le cas au début, avant Giscard et avant Schmitt. Malheureusement, je trouve que ce Conseil européen a pris une très mauvaise dérive, qui se saisit maintenant un peu de tous les sujets, et alors qu'il devait plutôt les faciliter, je trouve que maintenant, il a plutôt tendance à les compliquer, voire à ne plus les faire aboutir. Et ça, je pense que c'est un peu désespérant. Voilà, merci. Professeur, peut-être une réponse ou une réaction maintenant après D'abord, je suis d'accord avec Bruno Weber. Le problème, c'est qu'il y a une distance entre ce que les jeunes veulent et ce que les jeunes connaissent. Moi, j'ai passé toute ma vie avec les jeunes. Et tout le temps, je trouve que les jeunes, et j'aime naturellement les jeunes, c'est normal, mais les jeunes veulent beaucoup de choses, c'est vrai, ils veulent une Europe différente, mais ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'Europe. Et on peut dire beaucoup de choses pas gentilles avec l'Europe, mais l'Europe nous a sauvés. L'Europe a bâti des choses qui sont très importantes, les marchés communs, les marchés intérieurs, même l'euro, ce sont des progrès pour tous. Mais l'Europe doit continuer à marcher. Et on ne peut pas s'arrêter parce qu'autrement, on donne raison au populisme et aux pays qui ont des idées et qui, vous avez dit, ne sont même pas européennes. C'est vrai. Mais si vous avez eu la possibilité de voyager dans ces pays, dans l'Europe de l'Est, ils ont fait des progrès incroyables avec l'argent avec l'argent que l'Europe a donné, eux, avec la politique de cohésion. Donc, je crois qu'il faudrait trouver une façon de faire connaître aux jeunes un peu plus sur l'Europe et même essayer de trouver une façon d'introduire les jeunes dans la vie européenne. Moi, je trouve qu'on ne fait pas assez pour ça. Il faudrait avoir beaucoup plus d'échanges entre les jeunes pour qu'ils puissent discuter, avoir des expériences différentes et tout ça. Mais d'abord, si je veux changer quelque chose, je la dois connaître. Et le fonctionnement de l'Union, c'est pas facile. C'est absolument pas facile. Donc, est-ce qu'il y a autre opportunité? Non. Je crois que ce qu'on peut faire, c'est exactement d'essayer de prendre les difficultés que nous avons et chercher de les résoudre avec ce qu'on peut. Les traités nous donnent la possibilité, je parlais de la coopération renforcée parce que c'est la chose qui a marché pas très bien parce que, comme j'ai dit, il est très limité. Mais il y a une possibilité. Je vous donne un exemple. Chez nous, en Italie, on souffre beaucoup à propos de la différence des taux dans les pays. Donc, je ne comprends pas pourquoi en Irlande, l'imposition directe est si favorable aux entreprises, surtout les multinationales. Pour nous, c'est impossible à comprendre. Et donc, si on commence à harmoniser l'imposition fiscale directe sur les entreprises et sur les personnes, peut-être c'est un petit mouvement en avant. Peut-être les personnes commencent à penser que, bon, s'il y a l'Europe, cette différence va être abolie. Je crois dans les petits pas. Je ne crois pas qu'on peut faire de grands pas. Mais il faut commencer à faire des choses qui puissent, et il avait raison Christophe, qui puissent donner aux gens la possibilité d'une Europe différente. Mais on ne peut pas faire sans l'Europe. Et je crois que surtout si on va discuter sur le rapport avec les institutions internationales,
eh bien là, on va voir qu'il faudrait faire des choses beaucoup plus fortes de ce qu'on fait maintenant. On n'a pas un rôle politique. L'Europe n'a pas un rôle politique, mais elle peut le jouer. Comment? Ça, il faut discuter ça et j'espère qu'on a la possibilité de le faire ensemble. Mais il y a la possibilité de discuter que l'Europe doit changer, même à l'intérieur des Nations Unies. On peut changer les choses, mais il faut avoir une vision différente. Et surtout, il faut bâtir cette construction, il faut la faire naître, il faut commencer à discuter de ce qu'on peut faire dans cette direction. Et je crois que nous sommes les gens qui ont passé la plupart de notre vie dans ces problèmes, même si nous ne sommes pas des experts, ou nous sommes des experts. Et moi, je connais très bien le fonctionnement du comité économique et social. J'ai travaillé beaucoup avec les communautés. J'ai écrit 10 opinions. Donc, mais c'est là qu'il faut. Les jeunes veulent beaucoup, mais on doit l'aider à avoir une spécialisation, une connaissance plus étroite, plus forte sur l'Europe. Autrement, c'est difficile de changer l'Europe. C'est vraiment difficile. Brièvement, hein. En fait, le professeur a raison. L'Europe n'existera que quand le monde reconnaîtra son existence politique. C'est vrai. Et ça, actuellement, c'est ce qu'on appelle, à 27, c'est un nœud gordien. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait Alexandre face au nœud gordien? Il a pris son épée, il l'a tranché. Et moi, je pense qu'on ne s'en sortira pas en démêlant à 27 ce nœud gordien. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. En tout cas, si on devait y arriver, les choses auraient tellement évolué depuis que ça serait trop tard. Et en plus, on n'y arrivera pas. Mais je pense qu'on peut le trancher. Et là, j'ai une idée. Alors, je vous dis tout de suite, hein, elle est très impopulaire en France. Elle est très populaire en Allemagne. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que la France et l'Allemagne. Mais il faut bien commencer quelque part, hein. La CK, on a commencé à 6. Et au départ, c'était un contact entre Schuman, inspiré certes par Monet, et le chancelier Adenauer, promettant à l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, un avenir commun. Ce qui, bon, ils n'y croyaient plus, ou presque. C'était inespéré pour eux. Bon. Eh ben, ce nœud gordien, c'est simplement un accord tout simple entre la France et l'Allemagne qui dit que désormais, le représentant français au Conseil de sécurité des Nations Unies, quand il parlera, il engagera aussi l'Allemagne. Donc ça veut dire qu'auparavant, il faudra toujours qu'il y ait eu un accord avec l'Allemagne. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, bon, ben d'abord, on n'a pas besoin de réformer le Conseil de sécurité. Les autres seront bien obligés de prendre acte que quand le Français a parlé, c'est l'Allemagne qui a parlé aussi, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Deuxièmement, ça nous oblige à avoir une politique étrangère et de sécurité commune, et donc aussi de commencer à avoir une défense commune. Et je vous promets que ce soit pour l'achat des matériels européens, y compris français, les Allemands auront une autre attitude que celle qu'ils ont pu avoir, qu'on continue à leur reprocher actuellement, notamment au moment où je vous parle. Si on les traite de cette façon-là et si on leur donne, je dirais, une voix égale à celle de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, et je vous garantis que le monde commencera à regarder la France, l'Allemagne et l'Europe d'une autre façon, et que rien n'interdira à ce que tous les autres pays qui accepteront les mêmes disciplines et les mêmes contraintes, les mêmes obligations, d'aller dans le même sens, pourront rejoindre progressivement, et que petit à petit, on finira par avoir une Union européenne qui a un siège de membre permanent du Conseil de sécurité. Et je vous jure que même Poutine, il nous traitera d'une autre façon, de la façon dont il nous traite actuellement. Vous voyez bien qu'il n'arrête pas de chercher de nous diviser avec l'Italie, avec l'opposition à Macron en France, avec les Allemands et avec d'autres. Et il n'arrêtera jamais tant qu'on ne fera pas cette Europe politique. Voilà, merci. Merci. Donc ce noyau européen, aujourd'hui, comment fonctionne-t-il? Puisque là, les relations entre la France et l'Allemagne sont quand même de plus en plus difficiles.
On a l'impression aussi que nos dirigeants politiques, à chaque fois, doivent faire et refaire un apprentissage, de l'Europe. Pourquoi eux-mêmes on parlait justement de cette connaissance ou de cette méconnaissance, de nos jeunes ou de la culture européenne qui manque. Mais déjà rien que, au niveau des politiques, il faut à chaque fois que chaque, gouverneur ou chaque chef d'État refasse, lui aussi sa culture, européenne. D'office, ils n'en ont pas ou assez peu. Donc à part la France, l'Allemagne, bon, quel serait aujourd'hui ce noyau rapproché qui pourrait justement, repartir sur des nouvelles, bases et politiques et économiques et culturelles? Oui, j'ai une question pour les experts et merci à professeur Humberto pour l'explication. Et j'ai une question parce que il y a la discussion si l'Ukraine et la Macédonie sont candidats pour devenir membres de l'Union européenne. Et, euh, et je ne sais pas si c'est c'est les moments pour avoir plus de membres avec cette situation et la situation actuelle. Bon, je crois que si on commence à introduire dans l'Europe un pays comme l'Ukraine, parce que maintenant on connaît tous que l'Ukraine est envahie par la Russie, avant d'avoir trouvé une solution à ce que nous avons dit à propos du poids politique de l'Europe, on aura des problèmes. Je vous donne un exemple, mais ça, il faudrait avoir plus de temps. Mais quand même, tout a commencé parce que la Russie a dit que des forces fascistes en Ukraine avaient tué des gens, des Russes, au moins des personnes qui étaient russes, plus qu'Ukraine, et donc il fallait envahir le pays. Donc la Russie a commencé en 2014. Pas maintenant, on les connaît. Bon. Est-ce qu'il y a une autre façon de résoudre ces problèmes? Parce que ça, c'est le problème. Parce que dans les cas dans lesquels il y a des situations terribles, parce qu'il y a quelqu'un qui a été tué par des forces militaires ou paramilitaires, et la réaction, c'est seulement une invasion, c'est d'envoyer des soldats, ou il y a des problèmes qu'il faut soulever au niveau international. Il y a des commissions qui sont formées à l'intérieur des Nations Unies. On pourrait vraiment aller demander d'avoir une commission, comme on fait dans les Balkans, et dire que voir si c'était vrai que ces gens-là avaient tué toutes ces personnes. Mais le problème, c'est autre, parce que la Russie peut faire ce qu'il veut. Il a le droit de vote, de vote. Donc, même si maintenant la Russie a envahi un pays, personne ne peut dire rien. On peut naturellement faire des sanctions économiques, mais elles ne marchent pas très bien. Et alors, si on ne change pas ça, je crois qu'on aura beaucoup de problèmes en futur. La Chine pourrait faire la même chose. Bruno a dit une chose importante, c'est d'avoir l'Allemagne avec la France dans les conseils supérieurs. Mais je crois que ce n'est pas la solution, parce que la solution, c'est d'imaginer une charte des Nations Unies un peu différente. C'est-à-dire, on peut travailler, et la France ici a un rôle formidable, on peut travailler pour avoir un conseil supérieur de sécurité qui puisse décider avec la majorité. Et naturellement, ce n'est pas facile, parce que la Chine et la Russie n'accepteraient jamais. Tant pis pour eux. On change. Mais je crois que la plupart des pays veulent avoir une société, une organisation mondiale qui respecte les décisions à majorité. Et ici, l'Europe peut faire beaucoup, parce que l'Europe a appris à prendre des décisions avec une pondération très importante. Le numéro des pays qui décident et le numéro des populations.
Donc, l'Europe n'est pas capable aujourd'hui de vendre ce qu'il a fait. De ça, je suis sûr. Toute ma vie est passée à Bruxelles. Ils ne sont pas capables de comprendre qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. On a créé les plus grands marchés économiques au monde. Moi, je trouve qu'on a tous eu des avantages de cette situation, mais n'est pas capable d'avoir une poids politique au monde. Donc, il faut commencer dans l'assemblée plus importante au monde, c'est l'assemblée des Nations Unies. Et là, on peut commencer à marcher dans cette direction. Il y a beaucoup de choses à dire, moi je n'ai pas le temps maintenant, mais si on veut, on peut discuter ça une autre fois quand ce sera possible. Mais vraiment, si la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis décident ensemble de commencer à discuter, je pense qu'il faudra du temps naturellement, mais ils commencent à discuter comment on peut bâtir une autre charte dans laquelle les décisions sont prises en majorité, comme dans tout le monde. Alors, mais pas dans les pays autoritaires, etc. Mais là, ça, c'est l'Organisation des Nations Unies est née en 1945. Mais maintenant, on est dans un monde tout à fait différent. Donc, il faut changer. Et moi, je suis sûr que les pays membres de l'Assemblée générale des Nations Unies accepteraient, parce que vous comprenez que si la Russie et la Chine restent tout seuls, avec les votes, les droits de vote pour annuler chaque décision prise, donc personne ne voudrait rester avec des gens qui peuvent décider de vous tuer, d'envahir les pays sans problème. Non, ça ne marche pas. Et je crois qu'on doit changer, on doit commencer à parler de ça, on doit convaincre. Notamment, la France, c'est le pays le plus important parce que c'est le seul pays européen qui a un assis permanent dans les conseils supérieurs et qui a le pouvoir de discuter de ces problèmes. Mais il faut faire beaucoup de choses. Il faut étudier beaucoup. Et parce qu'il y a des possibilités de travailler dans ce sujet. Même, il y a eu une décision de la France que moi je trouve formidable, c'est-à-dire que dans les cas de massacres ou des crimes humanitaires et tout ça, la France a dit qu'il n'acceptera pas de voter avec le droit de dire de non. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et ça, c'est un message très fort que la France a donné aux autres. Et même la Grande-Bretagne et les États-Unis ont accepté ça. Donc, on a commencé à faire quelque chose. C'est ça la direction dans laquelle il faut continuer. Parce que, c'est vrai, on est dans une situation dans laquelle peut-être les guerres ou les situations de difficultés partout peut en commenter. Et l'Europe, sans un poids politique, ne marche pas. Ne reste pas. On a seulement des problèmes qu'on n'est pas capable de résoudre. Voilà. Non, merci. Je crois que tout ça, c'est des pistes extrêmement intéressantes et fécondes pour l'avenir. Et toute la notion du droit de veto historique, y compris pour les Européens, est toujours un des points clés, hein, y compris par rapport à la méthode communautaire. Et je crois qu'il faut aller là-dedans. Moi je vais te donner, je peux être pessimiste, réaliste ou optimiste. Ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est la capacité, la rapidité qu'ont eu les Européens, y compris avec leurs institutions actuelles, de réagir par rapport à l'invasion en Ukraine. Je suis étonné et je complète même mes propos, y compris pour Bruno, y compris pour nos autres amis. Les derniers sondages européens qui sont réalisés de la même façon, il y a un surcroît d'intérêt pour l'Europe et d'adhésion à l'Europe. Alors vous allez me dire, dans certains pays, on était tombé assez bas, mais là, on est remonté significativement. Et là où effectivement vous avez raison, c'est qu'un des points clés pour beaucoup de pays, c'est de dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une défense européenne. Hein? Donc cette capacité de réaction que nous avons eue, alors on a les deux aspects de l'Europe. Le mauvais aspect de l'Europe, c'est le début de la Covid. C'est-à-dire le chacun pour soi,
on veut avoir les masques pour soi, on va dans les aéroports, un peu à la course un peu pour le gaz aujourd'hui dans différents pays. Et puis il y a l'Europe extraordinaire qui est capable de définir la liste des entreprises qui doivent être mobilisées pour produire des vaccins. Maintenant, on est exportateur net et on est au-delà de la milliard de doses à l'année de capacité de production au niveau européen. On a été capable de définir des fonds européens, y compris d'achat d'armement, alors qu'on pensait que c'était absolument impensable au niveau européen. Et là, je reviens vers César, évidemment vers Christophe. Un des points clés sur lequel je crois l'association a justement insisté, c'est que l'élargissement de l'Europe a été très mal fait. Je ne parle pas, est-ce qu'il fallait faire politique, je ne reviens pas sur les débats, le passé, mais on a eu l'impression qu'on accueillait des gens qui étaient plus des fardeaux que pour des gens qui nous amenaient un patrimoine commun que nous avions ensemble. Donc dans les esprits, on parlait de culture tout à l'heure, dans les esprits, il y a des frontières qui se sont créées, à la fois pour dire on ne veut pas redevenir, on ne veut pas être sous le joug. Quand on quitte le joug du communisme international, c'est facile pour certains de dire on ne veut pas le joug de l'Europe. Évidemment, ce n'est pas la même chose, mais y compris la notion de dire on va avoir des commissaires au niveau européen, ça ne passe pas dans certains pays. Il n'y a pas que le chantage dans certains cas sur les aides communautaires. C'est important, il faut respecter le droit et aucun pays, les pays ont tous signé des choses. Mais c'est vrai que quand nous recevions à la maison de Jean Monnet les responsables en charge des adhésions à l'Union européenne, on y disait qu'est-ce que ça fait plaisir de parler d'un projet, effectivement, comme disait le professeur, d'un projet commun. Pas simplement de l'harmonisation des directives. Je veux dire, c'est ça qui a beaucoup nuit. Et pour César, on considère, si on est lucide, aucun des pays des Balkans, aucun des pays voisins de l'Ukraine, on ne peut les abandonner. Moi je suis sensible, j'ai peut-être tort, à la théorie des dominos qu'on a connue dans l'histoire européenne. Si on laisse tomber un maillon, un domino, c'est le reste qui va s'effondrer. Donc là, il y a un débat à la fois économique, la dimension politique est extraordinaire, mais il faut aussi relancer cette dimension culturelle d'appartenance commune. Et cette guerre à l'Ukraine crée des opportunités. Donc voilà, ça c'était mes petites pensées du moment. Merci. Ce que je voulais dire, c'est que il faut pas raisonner en termes de fallait faire, fallait pas faire. C'est pas acceptable de raisonner comme ça. Notre problème, il est différent. Notre problème, c'est que quand on fait quelque chose, on réfléchit pas en européen. Parce que faire l'élargissement en européen, c'est pas la même chose que faire l'élargissement. Je veux dire par là, c'est que ces pays ont j'utilise cet exemple-là, mais c'est un exemple flagrant de manque de l'esprit européen. Quand on élargit l'Union européenne à des pays qui ont connu le communisme, il faut expliquer cette expérience aux populations qui vont accepter ces nouveaux pays. C'est ce qu'on n'a pas vraiment fait. On est technique, on fait des trucs techniques, on fait 15 000 pages d'adaptation au droit communautaire, mais on ne fait pas l'explication de l'essentiel, d'où viennent ces gens-là. Mais ce n'est pas que dans un sens. Dans l'autre sens, on n'explique pas à ces pays ce que ça veut dire qu'on a construit un modèle social européen qui, quand même, les pays qui sont là-dedans veulent défendre. Donc, le résultat des courses, c'est qu'on se retrouve ensemble. C'est comme si je me mariais avec une femme que je ne connais pas. Ce n'est pas possible. On néglige complètement la préparation et on néglige l'explication et on va dans l'action qui n'est pas compris par des gens. Donc pour moi, le travail que faisait l'association, c'est-à-dire sensibiliser sur l'histoire, pourquoi l'Europe, il faut que les gens comprennent pourquoi on fait ça, il faut qu'ils comprennent les acquis, comme le professeur a dit, parce qu'il y a des acquis, il y a des problèmes, et si on parle comme ça aux gens, ils vont adhérer. Mais on ne peut pas sauter les étapes. Je veux dire, pour moi, la préparation doit prendre 80% de temps et l'exécution 20%. Et on fait l'inverse. Donc voilà mon sentiment. Et ce n'est pas que dans le domaine de l'élargissement, c'est que on discute au niveau des chefs d'État et on n'explique pas aux gens ce qu'on fait. Donc les gens sont perdus. Par contre, si vous expliquez aux gens, c'est qu'on a la paix en Europe depuis 60 ans, grâce à quoi? Et qu'on a réussi à avoir un front commun vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine quand même, malgré tout.
Il faut expliquer aux gens ce qu'on fait. Et si on ne fait pas ça, on a l'indifférence ou on se laisse séduire par ceux qui nous disent que tout seul, on sera mieux. Donc, on n'est pas à l'abri des populismes. C'est pour ça que moi, j'ai le sentiment que euh, être européen, c'est pas un truc dans la carte des visites. Hein. On l'est ou on l'est pas, on a un esprit ou on n'a pas. Donc, j'espère que nous, on l'a. Enfin, je vous Ouais, regarde, mais bon, j'ai l'impression que vous l'avez. j'espère aussi. Mais juste un exemple qui était intéressant, c'est en fait comment s'est passé le Brexit. Ça a été extrêmement utile aux autres pays européens. Car tous les pays qui menaçaient historiquement de quitter l'Europe ou qui faisaient semblant de quitter ne le disent plus. Je pense qu'on ne peut pas non plus raisonner Europe sans réfléchir à notre voisinage immédiat. Et là, j'en reviens à ce qui se passe avec la Russie. Moi je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'avait dit Emmanuel Macron en disant il ne faut pas humilier Poutine. Mais par contre, j'aurais été tout à fait d'accord avec l'idée, si on l'avait eu après l'accord qu'on a passé en 1990, qui a fait que la Russie a enfin accepté que les pays satellites rejoignent l'Union européenne, hein. C'est quand même une date extraordinaire, 1990, qu'on se dise il ne faut pas humilier la Russie. Parce que la Russie, elle s'est sentie seule. Elle a perdu, bon, ceux qu'en fait elle a maltraités, martyrisés, déportés, hein. On connaît tous, ou pas assez malheureusement en Occident, mais dans les pays de l'Est, ils le savent très bien. Il suffit de les visiter pour voir le souvenir qu'ils ont gardé de l'occupation russe, hein. Aller dans les pays baltes pour voir toutes les familles qui ont disparu en Sibérie, qu'on n'a jamais retrouvées et qui ont été remplacées par des familles russes. Non, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on a eu tort de ne pas offrir un partenariat avec la Russie. À l'époque d'Helsinki, je précise. Je crois qu'on a fait le jeu de Poutine en faisant ça, en laissant la Russie dans son coin, ou simplement en la laissant, je dirais, aux mains de conglomérats divers, hein, qui ont essayé de s'emparer de toutes ces richesses, en laissant une sorte de mafia se créer en Russie, eh ben, on a nourri Poutine. Voilà. Et maintenant, c'est un peu tard. Mais je crois qu'on peut toujours garder la main tendue pour dire que le régime de Poutine, on ne l'accepte pas, qu'il est totalement contraire à nos valeurs, qu'on le combattra toujours, hein, par les armes s'il le faut, comme on le fait actuellement, mais qu'on tend toujours la main aux Russes pour leur offrir un partenariat, une chance de partager aussi une sorte d'avenir européen dans des conditions à vérifier. Et ça, je pense que c'est dommage qu'on ne le dise pas. Je ne voudrais pas qu'on en reste uniquement à l'idée qu'on va créer une sorte de nouveau mur, une sorte de nouveau rideau de fer entre la Russie et l'Europe, sans aucune alternative. Ce qu'il faut, c'est arriver à ce que le régime de Poutine finisse par s'effondrer, hein, comme le régime nazi s'est effondré, comme le régime de Mussolini s'est effondré, comme j'espère le régime de Pol Pot s'effondrera un jour, et qu'on crée de nouveaux rapports avec la Russie. Mais ça, on peut parler au peuple russe tout en restant d'une fermeté absolue vis-à-vis de Poutine, qui n'est qu'un dictateur, il faut le dire, qui n'est qu'un dictateur. Voilà, merci. Non, et en plus, vous avez fait tous un très bon teasing parce qu'on a plein de thèmes qu'on a envie d'aborder plus à fond. Hein. Je pense que le début du professeur et de toi, Bruno, c'est surtout les aspects à la fois économiques, bancaires, financiers. Ça mériterait qu'on ait une réflexion un petit peu plus aboutie sur le sujet, plus à diffuser, sur l'élargissement, sur la situation internationale, évidemment. La notion du droit de veto au niveau international et européen, c'est aussi une forte réflexion. Et puis, pour reprendre un peu ce qui était indiqué par Christophe, et si on pouvait avoir l'aide de certains de nos amis qui ont travaillé sur le sujet, c'est quoi les vraies racines du populisme et c'est quoi les vraies réponses? Moi, tout le monde a des réponses, mais ça vaudrait le coup d'étudier un peu dans le fond, dans le détail, on va dire dans l'âme des populations, pourquoi elles sont sensibles à tel ou tel point. Peut-être juste avant de terminer, si Sophie était d'accord, j'aurais bien voulu poser la question au professeur s'il pensait que la nouvelle présidence du Conseil italien était un drame ou pas. Voilà.
Hein, vous voyez, je le pose, c'est très ouvert comme question parce que vu de l'extérieur, on ne sait plus. Philippe, tu sais, d'abord, est-ce que je peux vous demander de m'appeler Umberto? Parce que Avec plaisir, mais on a toujours du respect pour les grands professeurs. Donc. j'ai été professeur pour 44 ans. Donc, Oui, ben c'est fini. justement. Je suis un libre. Ouais, OK. Bon, la question, c'est très intéressante. Moi, je dois dire, Philippe, que j'ai travaillé dans ma vie avec la droite et avec la gauche. J'étais un conseiller de ministre, donc j'ai eu des expériences entre les deux. Parfait. Et je dois dire aussi qu'il y avait une différence. Parce que la gauche était très idéologique. La droite était un peu moins idéologique, j'étais plus libre de donner mes conseils au ministre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la Meloni, le nouveau Premier ministre, aura beaucoup de responsabilités. Elle n'est pas stupide, elle a travaillé beaucoup dans sa vie, elle vient d'un quartier de Rome très pauvre. Elle a construit son succès par elle-même. Elle ne doit rien à personne. Et ça, c'est la première femme qui est arrivée à être Premier ministre. Donc, je crois que j'ai de bonnes, comment vous dire, de bonnes suppositions en Meloni. J'espère qu'elle puisse réaliser ce qu'elle veut. Naturellement, pas toutes les personnes qui travaillent avec elle sont de la même façon. C'est vrai. Même si je pense à Salvini, Salvini, c'est un homme pour moi terrible. Il dit des bêtises tout le temps. Tout le temps, il dit des bêtises. Il ne connaît rien. Il n'a jamais étudié dans sa vie. Donc, mais vous savez, je vous donne un petit exemple. Berlusconi, je crois que vous connaissez Berlusconi, non? Un petit Quand peu. quand la Meloni a fait son discours, il a pris un papier comme ça, il a signé des impressions de Berlusconi sur la Meloni. Et pas gentil. Et naturellement, les médias, les journaux sont allés chez elle disant que Berlusconi avait dit tout ça. Et elle a répondu une seule chose. Elle a dit, moi je peux dire seulement une chose, je ne suis pas récaptable. On dit ça en français? Ricattabile. Comment on dit ça? Je ne peux pas être... attendez, ricattable, ça c'est un mot fantastique. Attendez, je vous donne tout de suite On va voir la traduction Google. Ricattabile, attendez, parce que ça c'est formidable. Ça sonne très très bien, ricattabile, mais Ricattable, on peut dire ça en français? Non, je ne crois pas qu'il soit comme ça. Attends que je vous donne la traduction de ricattable. Ricattabile. Sujet à chantage. Elle n'est pas Très bien. sujet à Oui. chantage. Un seul mot. Alors, Berlusconi, maintenant c'est fini. Il n'est plus responsable du centre en Italie. Heureusement, il a plus que 80 ans. Donc, mais elle est jeune. Elle a dit seulement une chose. Je ne suis pas sujet à ça. Au chantage. Ça c'est une... je ne sais pas si elle serait capable de changer quelque chose dans mon pays. Mais elle a commencé très bien. Elle ne donne pas de... Elle ne parle pas beaucoup. Elle est très sérieuse. Elle travaille. Elle se prépare beaucoup sur chaque dossier. Donc ça, c'est pour moi que j'ai passé ma vie à étudier. C'est déjà quelque chose. Bon, j'espère d'avoir de bons résultats pour mon pays. Mais il faut voir. Il faut voir si vraiment elle est capable de changer quelque chose. Mais elle est partie très bien. Et la plupart des Italiennes la soutiennent. Même s'ils ne sont pas de droite, hein, la soutiennent. Moi, je ne suis pas de droite. Mais je crois que dans ce moment-là, peut-être, elle a le courage et la force de... Vous avez vu que tous les membres du gouvernement, ce sont des hommes. Plus âgés qu'elle, elle est la plus jeune.
mais elle est très forte. Bon, ça, c'est un bon message. Il avait dit, Brune avait dit qu'il faut avoir des gens qui sont différents, mais même Christophe, des gens qui sont différents, qui puissent parler à la population avec une narrative différente. Voilà. La Meloni, peut-être, c'est la personne qui peut commencer dans cette direction. Bon, alors Umberto, on espère être rassuré et on verra la suite. Et bon, ben, J'espère. bon, ben oui, oui, avec plaisir. Et je pense que Sophie va donner le mot de la fin. Eh bien, merci à tous de votre participation active pour cette première. Merci pour ce ton positif, Umberto, et puis plus critique sur l'Europe pour les uns et les autres. Mais comme a dit Jean Monnet, continuez, continuez. Il n'y a pas pour les peuples d'Europe d'autre avenir que dans l'union.